à tous, vous êtes sur i24 News, c'est le morning. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. On démarre cette édition par les grands titres de la presse du Moyen-Orient. Bonjour, on commence ce matin cette revue de presse par les journaux iraniens qui reviennent largement ce matin sur les festivités qui ont marqué hier les 35 ans de la révolution islamique. Oui, bonjour Barbara, bonjour à tous et je vous propose de démarrer tout de suite avec la une du Tehran Times qui revêt ce matin, vous allez le voir, ses plus beaux habits de fête pour titrer le plus simplement du monde, la révolution islamique à 35 ans. Ils étaient des millions, toutes classes sociales confondues, précise le quotidien en langue anglaise. Oui, ils étaient des millions à descendre dans la rue pour commémorer ce 35e anniversaire. Alors dans les colonnes des quotidiens iraniens, c'est un véritable festival, vert, blanc, rouge aux couleurs de l'étendard de la révolution et sur toutes les pancartes on peut voir ce même trio, l'ayatollah Khomeini et ses deux disciples, le guide suprême Khamenei ainsi que le président iranien Hassan Rouhani. Un Rouhani du reste dont le discours est largement relayé ce matin par le Iran Daily, un autre quotidien iranien en langue anglaise. Les négociations en cours sur le nucléaire seront un test pour l'Europe et les États-Unis, a-t-il affirmé devant la foule de plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient venues écouter son discours. L'option d'une action militaire contre l'Iran n'existe sur aucune table au monde, a-t-il encore déclaré. Il faisait évidemment référence aux récentes mises en garde de l'administration Obama sur les tractations en cours sur le projet nucléaire militaire iranien. Où est donc passée l'opération séduction du président iranien? Où est donc passée l'offensive de charme de Hassan Rouhani? C'est la question que se pose ce matin le quotidien israélien proche du pouvoir, Israël Hayom. Vous le voyez sous cette image du drapeau israélien brûlé lors des festivités à Téhéran. Eh bien, le quotidien israélien regrette une fois de plus que les Iraniens aient fêté leur révolution en entonnant les mêmes vieilles rengaines, à bas les États-Unis ou encore à mort Israël. Et d'ailleurs, Barbara a bien épluché ce matin les pages du Iran Daily. Vous allez voir, on constate effectivement que la haine d'Israël et du sionisme se sont invités à la fête. On trouve ainsi en bonne page du journal une longue interview du politologue juif américain Norman Finkelstein. Vous savez, c'est cet auteur qui est connu pour ses virulentes prises de position anti-israéliennes et pour son ouvrage très controversé, L'industrie de l'Holocauste, avec cette citation de l'auteur que le journal se délecte à mettre en exergue parfaitement, les sionistes Hassan Finkelstein. Et oui, les sionistes sont semblables aux nazis. Et puis, en y cherchant bien, on trouve dans le journal Tehran Times une autre citation, celle de Dieudonné, interviewé par la télé iranienne, qui déclare que le sionisme a tout simplement perverti le système français. Voilà, le dindon de la farce, il s'appelle Israël pour les Iraniens. On l'aura bien compris. Autre titre dans les journaux ce matin, c'est la Turquie et son Premier ministre Erdogan qui a posé hier une nouvelle condition à la normalisation de ses relations avec Israël. Oui, je vous le disais, ces derniers jours, les médias turcs et les médias israéliens annonçaient un accord imminent entre Ankara et Jérusalem. Le ministre turc des Affaires étrangères en personne avait même déclaré que le deux pays n'avait jamais été aussi proche d'un accord sur le dédommagement des familles des victimes du Mavi Marmara. Eh bien, c'était sans compter sur le coup de théâtre de Recep Erdogan, relayé ce matin par le quotidien israélien Haaretz. Alors, selon le journal de gauche, le Premier ministre turc a en effet conditionné la normalisation des relations à la levée du blocus israélien contre la bande de Gaza. Les tractations avancent, a-t-il dit, mais rien ne sera signé aussi longtemps que Jérusalem ne s'engagera pas, par écrit s'il vous plaît, à mettre fin au blocus contre l'enclave palestinienne. Voilà, on y reviendra dans cette édition. Allez, on revient en Israël pour finir. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour le secrétaire d'État américain. Après le soutien du chef de la diplomatie israélienne, eh bien, ce sont des artistes israéliens qui souhaitent encourager John Kerry dans ses efforts de pas. Oui, vous le savez, Barbara, c'est un secret pour personne. Voilà des semaines que le secrétaire d'État américain essuie toutes les diatribes des ministres de la droite israélienne. Une véritable volée de bois vert par médias interposés. Mais que John se rassure, écrit ce matin le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot, les artistes et des intellectuels israéliens viennent de lui adresser une lettre ouverte de soutien. Sur cette photo du journal à grand tirage, vous le voyez, on aperçoit 4 des signataires de la lettre, les écrivains Sami Michaeli et David Grossman, aux côtés des comédiennes
Gila Almagor et Rivka Michaeli. Alors dans leur missive, les auteurs saluent l'approche conciliante de John Kerry et ses efforts pour tenter de trouver une solution viable au conflit israélo-palestinien. Les artistes et les intellectuels qui n'ont pas manqué d'épingler au passage tous les détracteurs du secrétaire d'État américain en Israël. Nous sommes conscients, disent-ils, que le conflit est un terreau fertile pour les démagogues et les extrémistes de tous bords qui souhaitent saboter vos efforts. Alors c'est un soutien de taille de la société civile israélienne. Pourquoi ? Eh bien parce que ce soutien survient après les déclarations du chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman. Souvenez-vous-en, c'était la semaine dernière, Lieberman qui avait dit que John Kerry était un ami d'Israël, de quoi inspirer, vous le voyez, le caricaturiste du Yediot Aharonot, Guy Moshik, tout juste sorti du placard pour son grand coming out, main dans la main avec son alter ego américain. Lieberman nous présente son nouvel ami. Ça vous fait sourire, Daniel Ben-Simon, le amusant. coming out de Lieberman? Vous savez, j'ai pas eu l'occasion de dire un mot chaleureux envers Lieberman quand j'étais à la Knesset, même avant et même après. Et cette semaine, et après ces déclarations pro-Kerry, je me suis trouvé dans une situation incroyable. J'ai dit des choses bien et positives sur Lieberman parce que son appui est important. On approche le papier de Kerry qui risque de diviser la société israélienne. Le soutien de Lieberman, qui est le chef de la droite, la vraie droite israélienne, c'est un soutien qui peut vraiment minimiser les dégâts dans une société déchirée autour d'un plan de paix où Israël paye le prix. Et le prix, c'est la terre. Restez avec nous, Daniel. On parle dans un instant de la visite de François Hollande aux États-Unis. Pour l'heure, c'est le rappel des grands titres de cette matinée. On vient de l'évoquer, c'est le grand titre de ce mercredi. Le Premier ministre turc fait machine arrière dans l'accord de normalisation avec Israël. Erdogan a exigé qu'Israël s'engage par écrit à lever le blocus de la bande de Gaza comme condition pour la signature d'un accord de réconciliation. Pour Erdogan, les excuses et l'indemnisation des victimes de la flottille du Marmara ne suffisent pas. Et puis à noter que les négociations sur la Syrie sont complètement paralysées. Les deux parties se sont enlisées hier au point de stopper les négociations. L'émissaire de l'ONU a appelé Washington et Moscou à la rescousse. Les délégués devraient arriver vendredi en Suisse pour tenter de décrocher ne serait-ce qu'un semblant d'accord entre le régime et l'opposition. Une opposition qui a d'ores et déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de nouveau round de négociations. Et puis François Hollande poursuit sa visite d'État aux États-Unis. Le président américain a mis les petits plats dans les grands pour recevoir son homologue français lors d'un fastueux dîner d'État qui vient de se conclure. Ils ont trinqué à l'amitié franco-américaine avant de dîner aux côtés de 300 invités triés sur le volet. François Hollande, président célibataire, a été placé entre ces deux hôtes. Daniel Ben-Simon, vous êtes journaliste israélien, on le répète, ancien député travailliste, alors on le voit, Barack Obama est tout petit soin avec François Hollande. Une visite d'État française n'avait plus lieu aux États-Unis depuis 18 ans. Obama n'en a offert que 6 depuis le début de son mandat. Il a fait quoi, François Hollande, pour mériter une telle récompense ? D'abord, Barbara, je dois vous dire que je n'ai pas été invité à ce dîner. Et ce que je dis, c'est mes impressions personnelles. Et connaissant ce dossier français-américain, je dois dire que ce qui m'a choqué, c'est la façon dont le président français a été reçu et la façon dont il est traité en France. Il a été reçu comme un vrai chef d'État. C'est comme ça que les États-Unis approchent un ami vraiment intime. Et M. Hollande, depuis 2 jours, est reçu comme un roi aux États-Unis, alors qu'en France, il est vu comme un président par sursis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas là vraiment. Et ça c'est choquant, parce que c'est pas la façon dont M. Obama a essayé de l'aider, de lui parler d'une façon comme un chef international. Il a félicité de sa politique internationale et de son leadership. Et quand on voit les sondages en France, on se pose la question, mais de qui il parle ? Et c'est ça l'écart, et je me demande si ça va être copié, si cette réception, cette façon de recevoir M. Hollande sera traduite dans les prochains sondages, mais c'est un geste américain presque unique
envers un président qui est très mal vu dans son pays. Il y avait une nécessité de resserrer les liens franco-américains. Ils sont resserrés après les 14 ans de Chirac qui étaient très mauvais. Chirac avait sa politique européenne, sa politique française. Surtout en 2003, j'étais là-bas quand les manifestations des centaines de milliers de Français qui étaient contre cette intervention américaine aux États-Unis, en Irak, bien sûr. Et le président Bush était furieux. Et Chirac et Bush, c'était vraiment un Européen et un Américain qui se parlaient presque pas et qui voyaient la politique internationale d'une façon très différente. Monsieur Hollande voit... Sarkozy, lui, entre-temps, il n'a pas réussi à resserrer ses liens? Oui, mais Sarkozy, c'est-à-dire Obama, s'il était français, il aurait été socialiste. Et cette approche et cette intimité avec Hollande, ça vient aussi pas seulement de la vue internationale, de la politique internationale, mais de sa façon de voir la société, de voir la vie, de voir l'être humain et de voir le rôle de la société. Il partage la même idéologie. Je crois qu'il partage de président de gauche. Oui, c'est un président de gauche. Il est vu aux États-Unis, il est détesté par les républicains parce qu'on l'appelle le socialiste. aux États-Unis, socialiste, c'est comme... C'est une insulte. Je vais passer quelques années là-bas, on n'ose pas dire, je n'ai pas osé dire que je suis proche des idées socialistes, sinon on m'aurait jeté des États-Unis. Mais pour vous dire que Obama, dans le contexte européen, est un socialiste. Il voit le rôle de l'État pour aider les pauvres et son plan de santé, c'est un plan socialiste d'aider les gens qui ne peuvent pas se permettre, alors que les républicains et l'Amérique met d'abord la personne, l'individu au centre des choses. Si vous ne réussissez pas, si vous n'êtes pas là, alors l'État ne peut pas vous aider. Alors Hollande, vous voyez cette intimité, ce regard, ce charme français qui passe dans la salle et qui laisse des traces parmi les Américains c'est des durs les Américains. Mais là, le charme français passe et Hollande a fait ça avec sa façon. Et bien sûr, le fait qu'il est venu seul, ça a fait le titre même des journaux sérieux comme le Washington Post. J'ai lu, j'étais un peu choqué. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a jamais reçu un président célibataire. On connaît et la façon, ce qui s'est passé en France, ça a fait la une des journaux américains. Ils aiment ça. Et ça amuse les Américains. Ça amuse les Américains parce que pour eux, les présidents, après Clinton, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Mais ils ne sont pas de cette façon avec le scooter. Ça se fait, ça les amuse et ça lui a donné un point positif. C'est quelqu'un c'est-à-dire qui peut s'amuser aussi, qui peut faire des conneries. Entre parenthèses. Alors, sur le fond, plusieurs dossiers de politique étrangère ont été abordés, notamment dans une conférence de presse commune. Un des grands dossiers abordés, c'était la Syrie. Je vous propose d'écouter le président américain à ce sujet. Chacun doit le savoir. Les armes chimiques doivent être entièrement détruites. Et la pression sera maximale. Voilà, c'était le président français et non pas américain. Ils ont en quelque sorte réduit le problème syrien au problème des armes chimiques. Absolument. Pourquoi ? Je dois dire que contrairement à M. Sarkozy et M. Chirac, M. Hollande consulte les Américains. Sauf sur la question nucléaire où il a fait un faux pas aux yeux des Américains, mais sur toute la politique internationale, au Moyen-Orient, en Syrie, l'Afrique centrale, la Libye, tout est fait avec, si vous voulez, en consultant les Américains. Ça veut dire que maintenant les Américains ne sont pas seuls, ils ne sont pas très bien vus en Europe, mais la France est à leur côté. Monsieur Hollande a dit, nous, la diplomatie française, travaille avec la diplomatie américaine et tout se fait, la diplomatie ensemble. Et ça, c'est quelque chose de nouveau depuis 20 ans. Je crois que c'est la première fois où on peut dire que la France et les Américains se sont mariés, sont dans une lune de miel, ils voient le monde avec le même regard. Sauf sur l'Iran, vous l'avez dit, au cœur de cette brouille, un voyage du MEDEF à Téhéran la semaine dernière. Je vous propose d'écouter Barack Obama à ce sujet. Nous avons pu converger sur le dossier iranien, qui paraissait le plus difficile à régler, qui reste encore difficile pour un accord final. Mais déjà, ce que nous avons pu obtenir, c'est-à-dire l'arrêt du programme nucléaire iranien, est le fruit de la relation entre la France et les États-Unis. Le président de la République n'est pas le président de l'organisation patronale en France. Et il ne le prétend pas l'être. Et l'inverse aussi, je pense, est vrai. Donc les entreprises se déplacent librement. Mais je leur ai fait savoir que le régime des sanctions demeurait en Iran.
Alors François Hollande s'est désolidarisé de cette visite et des patrons français. Ce n'est pas un peu lâche comme position? Lâche, c'est un mot un peu dur. La politique envers l'Iran est très compliquée. Presque les compagnies mondiales sont en train de pénétrer dans ce marché iranien. La position française était un peu plus musclée que la position américaine. M. Hollande a prouvé qu'il a aussi sa position, mais toujours la France envers l'Iran était très dure. C'est pas M. Hollande garde une politique qui suit la politique de Sarkozy, de Chirac. Envers l'Iran, il faut se méfier. Il faut bien sûr ouvrir la porte, mais se méfier des Iraniens. Et là, avec les Américains, il est sur la même position. Alors, pour finir, si on devrait faire un parallèle politique entre les deux hommes, vous l'avez évoqué, on pourrait dire qu'Obama est plus populaire qu'Hollande, mais qu'Hollande est plus puissant qu'Obama, qui a perdu le contrôle de son Parlement en quelque sorte. À choisir, vous préfériez être Hollande ou Obama? Et Barbara, je ne m'attendais pas à cette question. Vous voulez le président américain, le président français, c'est trop pour moi ces jours-ci. Alors je dirais que je serai neutre. Ce qui vient, je le ressens. Populaire ou puissant, qu'est-ce qui vous plaît? Non. Moi, je préfère la popularité. C'est pour ça que je suis en dehors de la Knesset, mais pas la puissance. Et vous savez, Obama et Hollande ont un point commun. Ils ont un cœur assez large, assez ouvert, et ils écoutent leur peuple. Et là, c'est le point commun entre les deux. Merci beaucoup Daniel Ben-Simon d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on parlera d'une nouvelle loi aux Émirats Arabes Unis. Les femmes sont désormais obligées d'allaiter leurs enfants, et ce, jusqu'à l'âge de 2 ans. Merci d'être avec nous sur i24 News. J'espère que vous avez bien dormi. Si vous êtes à la maison, bien au chaud, restez avec nous. N'allez pas tout de suite au travail. On a beaucoup d'actualités qui nous attendent ce matin. On poursuit avec ce titre de la presse israélienne. Le Premier ministre turc ferait machine arrière dans l'accord de normalisation avec Israël. Erdogan exige en effet qu'Israël s'engage par écrit à lever le blocus sur la bande de Gaza comme condition pour la signature d'un accord de réconciliation. Bonjour Emmanuel Navon, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors pourquoi ce coup de frein d'Erdogan? Erdogan joue un jeu depuis le début. Il ne souhaite pas normaliser les relations avec Israël. Il souhaite faire un spectacle diplomatique pour gagner des points politiquement chez lui sur la scène interne turque. Et cette exigence, bien entendu, d'Erdogan de mettre fin au blocus, qui est un blocus, je vous rappelle, maritime uniquement pour les fournitures d'armes, un blocus militaire, est complètement impossible, il le sait. Et donc, c'est une provocation, bien entendu, de sa part. La question est de savoir si le président Obama acceptera cette nouvelle provocation ou bien interviendra pour mettre fin à ce comportement irresponsable et provocateur de Erdogan. Comment pourrait-il intervenir, Barack Obama? D'abord, c'est Barack Obama qui avait demandé au Premier ministre israélien de présenter ses excuses pour le Marmara. C'est, semble-t-il, également Barack Obama qui a fait pression sur Erdogan pour arriver à un accord de réconciliation avec Israël. Obama a un intérêt à pousser cette réconciliation parce que la Turquie est membre de l'OTAN et parce qu'Israël est un allié stratégique des États-Unis. Mais encore une fois, si Erdogan poursuit dans ce comportement erratique, la question est de savoir si Obama pourra lui imposer un accord ou non. Est-ce que le problème dépasse, selon vous, le cadre du Marmara? Est-ce que le problème pour Erdogan, ce serait son animosité viscérale à l'égard d'Israël? Bien entendu, le Marmara est uniquement un prétexte. Dès que Erdogan est arrivé au pouvoir en Turquie en 2002, il a commencé avec sa rhétorique et sa politique extrêmement hostile, pas seulement vis-à-vis d'Israël, mais également vis-à-vis de l'Occident. Je vous rappelle également qu'il s'était opposé à ce que les troupes américaines passent par la Turquie au moment de l'invasion de l'Irak en 2003. Il avait traité d'Israël d'État terroriste en 2004, après l'élimination par Israël d'un terroriste du Hamas. Et puis, je vous rappelle également sa fameuse sortie à Davos en 2009 en traitant Shimon Peres de meurtrier. Il y a là une politique d'Erdogan qui est une politique pan-islamique
et le Marmara n'est qu'un prétexte. Et par conséquent, on ne pourra pas résoudre les relations turco-israéliennes uniquement par le biais de cet incident. Alors à quel point, sur le fond, Emmanuel Navon, cette normalisation avec la Turquie est importante, critique pour Israël à tous les points de vue? À mon sens, elle ne l'est pas. Elle est critique essentiellement pour les États-Unis, mais Israël aujourd'hui a plus intérêt au contraire de se rapprocher de Chypre et de la Grèce pour son exportation de gaz naturel vers l'Europe. Je ne pense pas qu'Israël aujourd'hui a un intérêt stratégique à ce rapprochement avec la Turquie, tout simplement parce que la Turquie aujourd'hui a une politique étrangère pan-islamique de rapprochement avec l'Iran et avec de nombreux pays arabes, en particulier les mouvements islamistes du monde arabe. Je rappelle que la Turquie avait soutenu le président Morsi en Égypte, a des relations très froides avec le gouvernement militaire actuel en Égypte. Donc je ne pense pas qu'Israël a un intérêt aujourd'hui à se rapprocher avec la Turquie tant que la Turquie est dirigée par le gouvernement islamiste de Erdogan. Au contraire, nous avons intérêt aujourd'hui à nous rapprocher de Chypre, qui, je vous rappelle, est occupée dans la partie nord par la Turquie, et de la Grèce pour bâtir nos tuyaux gazifières vers l'Europe pour l'exportation du gaz naturel israélien vers l'Europe. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, d'avoir été avec nous ce matin. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 12 février. On vient de l'évoquer. Le Premier ministre turc fait donc machine arrière dans l'accord de normalisation avec Israël. Erdogan a exigé qu'Israël s'engage par écrit à lever le blocus de la bande de Gaza comme condition pour la signature d'un accord de réconciliation. Pour Erdogan, les excuses et l'indemnisation des victimes de la flottille du Marmara ne suffisent pas. Et puis notez que les négociations sur la Syrie sont complètement paralysées. Les deux parties se sont enlisées hier au point de stopper les négociations. L'émissaire de l'ONU sur place a appelé Washington et Moscou à la rescousse. Les délégués devraient arriver vendredi en Suisse pour tenter de décrocher ne serait-ce qu'un semblant d'accord entre régime et opposition. Une opposition qui a d'ores et déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de nouveau round de négociations. Enfin, François Hollande poursuit sa visite d'État aux États-Unis. Le président américain a mis les petits plats dans les grands pour recevoir son homologue français lors d'un fastueux dîner d'État qui vient de se conclure. Ils ont trinqué à l'amitié franco-américaine avant de dîner aux côtés de 300 invités triés sur le volet. François Hollande, président célibataire, a été placé entre ses deux hôtes. Imaginez un pianiste solitaire dans le froid au milieu de la place de l'Indépendance à Kiev, au cœur des barricades. L'image peut paraître surréaliste, mais elle est extrêmement forte. Chopin, Let It Be ou l'hymne ukrainien, autant de façons pour les manifestants de dire leur volonté de poursuivre leur lutte contre le pouvoir. Regardez. Après 3 mois de mobilisation, l'Euromaidan invite chanteurs et pianistes à se joindre à la contestation. Un piano aux couleurs du drapeau ukrainien a été installé sur l'une des barricades qui bloque l'accès à la grande place de Kiev, symbole de l'opposition au pouvoir. Ainsi, la pianiste Antoinetta Michenko joue ses chansons favorites pour réchauffer le cœur d'un public de manifestants ou de curieux à sa façon. Aujourd'hui, on va jouer de la musique classique pour remonter le moral des gens. Et on veut aussi faire quelque chose pour la police anti-émeute, pour les sensibiliser à nos problèmes. Les policiers anti-émeute qui, de l'autre côté des barricades, tentent de concurrencer le spectacle avec quelques cassettes de musique pop. Côté militant, l'interprète n'est autre que la gagnante de l'Eurovision de 2004 et accessoirement figure de l'opposition, Ruslana Lisicko. Notre musique à nous est vivante, on la joue sur un piano. Ils utilisent seulement des cassettes. Je n'ai rien contre. Je suis musicienne moi-même, mais ça en dit long sur la mentalité de chacun des deux camps. La place de l'Indépendance qui fait place aussi à la peinture, leur support des cartons en forme de bouclier. C'est d'abord ma contribution à la révolution. Ensuite, ces peintures devraient donner de l'énergie et du courage aux manifestants. Et même si l'initiative a été prise dans d'autres villes d'Ukraine, l'Euromaidan reste le haut lieu de la contestation. Un microcosme parfaitement organisé avec une population de 15 000 personnes. À l'abri des barricades, ce mini-État a son gouvernement, sa police et un service médical composé de médecins volontaires. On y trouve bibliothèque et même bains de vapeur.
Des comptes gèrent les dons de la population ou encore les usines. Sur place, on compare le Maïdan à la Tour Eiffel ou à la Statue de la Liberté. Et du froid ukrainien, on passe à la chaleur et à la moiteur des Émirats arabes unis. On parle d'une nouvelle loi dans le pays. Les femmes sont désormais obligées d'allaiter leurs enfants, et ce, jusqu'à l'âge de 2 ans, Betsabé Salem. Oui, tout à fait. On savait qu'aux Émirats, les femmes devaient s'habiller de façon traditionnelle, c'est-à-dire en longue robe noire, la halaya, et porter un voile, le hijab. Et bien maintenant, une nouvelle règle s'impose aux femmes émiraties. L'allaitement, c'est dans The National, c'est le quotidien émirati en langue anglaise, que l'un des membres du Conseil fédéral national, donc l'autorité qui représente le peuple et qui a adopté la clause, a expliqué que c'était le droit de tous les enfants d'être allaités jusqu'à 2 ans. La justification, eh bien, les bienfaits de l'allaitement qu'on ne vende plus. L'OMS, elle-même, l'Organisation mondiale pour la santé, a publié assez de rapports. L'allaitement, on le sait, protège des infections, en tout cas jusqu'à 6 mois, de certaines maladies chroniques. Mais le problème, au-delà de cette bonne intention, c'est qu'en cas de refus des mères allaitées, Barbara, eh bien, les maris peuvent poursuivre leurs femmes en justice. Alors, les femmes émiraties, la population a réagi à cette loi ? Alors, je ne vous cache pas qu'on grogne. Discrètement ou moins discrètement, tenez toujours dans le National, un groupe d'aide aux femmes souffrant de maladies postnatales qui est basé à Dubaï a publié une tribune. Il y explique son opposition à la nouvelle clause. Nous pensons que si encourager les femmes à allaiter est un but louable en soi, c'est en aidant celles qui le peuvent et qui le veulent, et non en punissant celles qui n'en sont pas capables, que nous tirons tous les bénéfices pour l'amélioration de la société. D'autant, Barbara, que parfois les femmes ont du mal à allaiter, vous le savez, soit parce que ça leur fait mal, soit parce que juste l'idée de nourrir son bébé au sein est mal acceptée. Il arrive même que les époux, c'est arrivé à des amis eux-mêmes, soient contre. Alors, il y a des exceptions, la loi le prévoit en cas de maladie, par exemple, de la maman ? Alors, la même tribune explique justement que si la loi permet d'éviter l'allaitement aux femmes qui en sont médicalement empêchées, dit-elle, eh bien, en fait, les circonstances autorisant ces empêchements ne sont pas très claires. Alors, une sorte de vide juridique plutôt dangereux. Qui sera juge, et comme le précise la tribune, le danger, c'est qu'avec la menace de punition, eh bien, ces femmes souffrent d'un stress supplémentaire, en des périodes déjà assez difficiles, qu'encourent des sérieuses répercussions. Exemple, Barbara, bien l'accroissement de risques de dépression postpartum. Alors, comment vous expliquez cette loi extrêmement coercitive ? Pourtant, on le sait, les Émirats arabes unis ont fait preuve d'une plus grande ouverture, notamment à l'égard des femmes. Elles ont le droit de vote depuis 2006, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays de la région. Tout à fait. La situation des femmes aux Émirats arabes unis, et en particulier à Dubaï, n'est pas comparable à celle des femmes qui vivent dans d'autres pays alentours. Même si elles ne sont pas présentes dans le champ politique, les femmes émiraties ont pris le chemin de l'éducation, avec par conséquent davantage d'opportunités sur le marché de l'emploi, par exemple. Désormais, on voit de plus en plus de femmes dans l'administration, dans l'enseignement supérieur, dans le privé. Tenez, Mariam, 28 ans, une émiratie de Dubaï, avait arrêté son travail dans une banque et elle avait obtenu un permis de conduire pour le métro de Dubaï. On l'écoute. Je pense que c'est un travail qui convient très bien aux femmes. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. Les femmes d'aujourd'hui ont des opportunités et notre gouvernement encourage les femmes à s'engager dans la société. Après, comme le souligne très justement Human Rights Watch, eh bien, les femmes ne sont pas exactement l'égale des hommes. Exemple, la loi permet aux hommes émiriens et à eux seuls de pratiquer la polygamie et interdit aux femmes musulmanes et non pas aux hommes d'épouser des non-musulmans. Alors en fait, les questions du droit de la famille dans ce pays sont soumises à la loi islamique, c'est ce qui pose problème ? Tout à fait, en tout cas en ce qui concerne les musulmans sur place. Et donc les musulmanes n'ont pas la possibilité d'obtenir un jugement en vertu d'un code civil. Or la dite loi islamique comporte des clauses discriminatoires à l'égard des femmes. Elle accorde aux hommes un statut privilégié dans les questions de divorce, d'héritage, de garde des enfants même. Alors, une demi-brèche, les femmes des Émirats peuvent obtenir un divorce par la procédure dite de la khoula, c'est-à-dire que c'est un divorce sans faute, mais il y a un prix à payer. Elles perdent alors tous leurs droits pécuniaires et encore, elles ne peuvent demander le divorce que dans des circonstances très exceptionnelles. Enfin, on notera que les femmes ne peuvent hériter que d'un tiers du patrimoine, alors que les hommes, eux, ont droit à 2/3. Alors si on se marie pour l'argent, il faut viser très haut. Et puis il y a le grand problème aussi de la violence faite aux femmes. Quelle est la situation dans les Émirats ? Oui, comme la loi islamique, la violence est aussi bien ancrée aux Émirats arabes unis. Aujourd'hui, des associations ont été mises sur pied, des refuges, des lignes téléphoniques spéciales, tout ça destiné à aider à protéger les femmes. Mais la violence conjugale reste un problème omniprésent. Le code pénal donne aux hommes le droit, attention, de discipliner leurs femmes et leurs enfants
y compris en usant de la violence physique. La Cour suprême appelle ça réprimander. Alors, vous parliez de loi islamique, de polygamie. Je crois qu'une conseillère conjugale émirati avait fait fureur avec un bouquin, finalement, où elle vantait la compatibilité de la polygamie et du sexe. C'est assez original. Contre toute attente, oui, son livre s'intitule « Top secret, les règles des relations sexuelles pour les couples mariés ». Il est sorti en pleine Saint-Valentin l'année dernière, donc tout à fait d'actualité, une fois encore. Derrière son niqab qui lui cache le visage, c'est Widad Louta, qui est une conseillère conjugale qui a surpris donc, dans cette société plutôt conservatrice. On l'a vu, en effet, elle proclame haut et fort que sexe et islam font bon ménage. Alors, le livre a fait fureur, il a bien sûr été aussi très controversé, je ne vous le cache pas, puisqu'en fait, il invite les femmes arabes et musulmanes à, dit-elle, vivre l'amour. Alors attention, elle n'est pas libérale, c'est une musulmane conservatrice et elle souligne l'importance d'une vie sexuelle saine pour l'islam. On l'écoute ? Allez, on y va. À qui veut la polygamie, nous lui disons que ça ne nous dérange pas tant qu'il a la capacité financière et la capacité sexuelle. Et s'il peut partager son temps à parts égales entre les épouses. S'il peut passer la journée avec la première épouse et la seconde avec la deuxième épouse, ou une semaine avec la première épouse et une semaine avec la seconde. Mais les choses ne sont pas comme ça. Alors cet auteur, qui est mère de 3 enfants, a été taxé de femme immorale, de criminelle même. Elle a eu quelques petits soucis, bien sûr. Certains l'ont même accusée d'être une espionne à la solde d'Israël et des États-Unis. Et bien sûr, pas mal de problèmes, mais elle a quand même sorti un autre bouquin. Voilà, donc ça plaît. Allez, on termine sur un autre fléau. Aux Émirats, l'ONU a exigé une enquête indépendante sur les tortures, les allégations de torture faites en prison. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des prisons qu'une représentante de l'ONU n'a pas été autorisée à visiter. C'était lors d'une conférence de presse au terme d'une mission de 9 jours aux Émirats que Gabriela Knaol, rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'indépendance des magistrats et des avocats, a critiqué donc les violations et, je cite, le manque de transparence des tribunaux du pays, des tribunaux où des dizaines d'opposants islamistes ont été condamnés. Donc voilà, il faut faire bien 2 poids, 2 mesures. Émirats arabes unis, un pays qui est un petit peu en marge des autres pays arabes alentours, mais en même temps, encore des avancées à faire, des problèmes pour les femmes, pour les opposants, une affaire à suivre. Merci beaucoup, Betsabé. À suivre dans le Morning en Israël, l'armée s'inquiète d'un phénomène grandissant. Les djihadistes syriens se rapprochent dangereusement de la frontière. Ils imposent leurs hommes dans le secteur situé à quelques kilomètres à peine de l'État hébreu. Les images et les explications après un nouveau journal. C'est le Morning, on est de retour et on parle à présent du Kazakhstan. Attention, c'est une information extrêmement sérieuse. Le pays souhaite s'affranchir de sa terminaison. Fini le stan, ce serait une question d'image, Cyril Amar. Oui, Barbara, avez-vous déjà songé à changer de nom ? Ou Jacques Merrière d'ailleurs, avez-vous déjà songé à changer de nom ? Je l'ai déjà fait déjà. Ah, vous l'avez déjà fait ? Moi jamais, j'adore mon nom. Vous avez. Bon, c'est peut-être probablement parce que vous avez l'impression d'être satisfait de votre destin heureux, que vous ne l'avez pas encore fait. Alors peut-on changer de destin en changeant de nom ? On serait tenté de dire que la question est presque ésotérique. Eh bien non, elle est aussi géopolitique puisque le président du Kazakhstan, vous l'avez dit, vient d'annoncer, tambour-trompette, qu'un nouveau nom pourrait apporter à son pays essor et prospérité économique. Alors, le dirigeant kazakh que vous voyez sur ces images, il s'appelle Nursultan Nazarbayev. Il règne d'une main de fer sur son pays depuis plus de 20 ans. Il était en visite en fin de semaine dernière à Atiro, dans l'ouest du pays, et il a affirmé qu'il souhaitait changer le nom de son pays, qu'il souhaitait précisément supprimer le suffixe stan du nom Kazakhstan. Alors, une idée saugrenue peut-être, mais pour Nazarbayev, partager la même terminaison avec ses voisins pauvres d'Asie centrale, eh bien, ça fait tout simplement fuir les investisseurs et les touristes. On va le voir sur cette carte, le Kazakhstan qui est entouré de plusieurs pays aux alentours, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, autant de pays qui sont, selon le président kazakh, souvent trop associés au 9e plus grand pays du monde, qui malgré sa faible population, 17 millions à peine, peut s'enorgueillir d'une puissance économique très enviable. Et puis il y a aussi l'Afghanistan et le Pakistan, plus au sud, rendus célèbres par le terrorisme, la pauvreté ou encore la corruption. Alors bref, comment se fait-il, s'est étonné le président kazakh, que la Mongolie, un État
plus proche et qui attire les investisseurs, malgré ces 2 malheureux millions d'habitants, eh ben pour le président kazakh, il peut y avoir d'autres explications que celle-ci. La Mongolie ne porte pas le lourd fardeau du stan, le suffixe en stan. Alors, pour conjurer le mauvais sort, le papa de la nation, comme on l'appelle dans son pays, il a décidé de changer le nom de son pays pour attirer les hommes d'affaires. Cet ancien satellite de l'Union soviétique aux importantes ressources en pétrole, vous voyez, c'est un territoire gigantesque, et ben ce pays qui a des ressources importantes en pétrole et en uranium s'appellera désormais, enfin si le peuple l'accepte, a précisé le président kazakh. Référendum ? Alors, il n'a pas, c'est pas clairement précisé, c'est pas trop la méthode du pays, non, évidemment. La dernière fois où il y a eu des élections au Kazakhstan, c'était donc il y a un peu plus de 20 ans. Mais en tout cas, si le peuple accepte, il a quand même précisé que si le peuple l'acceptait, eh bien, son pays se changerait de nom. Il s'appellerait désormais le Kazakh Yeli, que l'on peut traduire par l'État des Kazakhs, en lieu et place donc du Kazakhstan, le suffixe stan étant signifiant en persan la terre, donc la terre des Kazakhs. Alors Barbara, si le Kazakhstan changeait de nom, ce ne serait pas le premier à le faire, puisque vous savez, d'autres pays l'ont fait avant, comme par exemple le royaume de Siam, qui en 1939 est devenu la Thaïlande, évidemment, ou encore la Birmanie, qui, sous l'impulsion de la junte militaire en 2010, a changé son nom en Myanmar. Voilà, donc peut-être en tout cas une belle opération pour le président kazakh, puisqu'on ne parle que de ça sur la toile et sur les sites d'information. Voilà, c'est déjà ça de gagner, pas forcément une solution idéale, les solutions les plus simplistes, mais pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler. Merci. Pour l'heure, on passe au rappel des grands titres de l'actualité de ce mercredi. Voilà, et tout d'abord, le Premier ministre turc qui semble faire machine arrière dans l'accord de normalisation avec Israël. Erdogan a exigé qu'Israël s'engage par écrit à lever le blocus de la bande de Gaza comme condition pour la signature d'un accord de réconciliation avec Israël. Pour Erdogan, les excuses ou l'indemnisation des victimes de la flottille du Marmara ne suffisent pas. Et puis les négociations sur la Syrie sont paralysées. Les 2 parties se sont enlisées hier au point de stopper les négociations. L'émissaire de l'ONU a appelé Washington et Moscou à la rescousse. Les délégués devraient arriver vendredi en Suisse pour tenter de décrocher ne serait-ce qu'un semblant d'accord entre régime et opposition. Une opposition qui a d'ores et déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de nouveau round de négociations. Et puis François Hollande poursuit sa visite d'État aux États-Unis. Le président américain a mis les petits plats dans les grands pour recevoir son homologue français. Lors d'un fastueux dîner d'État qui vient de se conclure, ils ont trinqué à l'amitié franco-américaine avant de dîner aux côtés de 300 invités triés sur le volet. François Hollande, président célibataire, a été placé entre ses 2 hôtes. Retour en Israël où l'armée s'inquiète d'un phénomène grandissant. Les djihadistes syriens se rapprochent dangereusement de la frontière. Ils imposent leurs hommes de plus en plus dans ce secteur situé à quelques kilomètres à peine de l'État hébreu. Regardez ce point d'image signé Éléonore Veil. C'est dans la région de Kounatra, située au sud du pays, à une poignée de kilomètres seulement de la ligne du cessez-le-feu avec le Golan israélien, que les rebelles syriens ont marqué une autre victoire. Ces images datent d'il y a quelques jours. On y voit des soldats tirer vers des cibles de l'armée syrienne, retirer des drapeaux du régime et reprendre possession de tanks. Ils sont parvenus à reprendre le contrôle de 9 bases militaires après avoir passé 6 autres barricades dans les campagnes avoisinantes. Mais la bataille principale est encore loin d'être gagnée. Il s'agit bien sûr de celle de Damas. Le mouvement populaire islamiste et le bataillon suprême se sont alliés pour libérer les régions sous contrôle du régime d'Assad, proche de Kounitra. Nous avons nommé cette opération militaire l'aube du printemps. Elle a pour objectif d'ouvrir le chemin qui mène à Damas, si Dieu le veut. Dieu nous a aidés à vaincre et s'il le veut bien, nous continuerons à avancer jusqu'à la capitale pour renverser le régime d'Assad, si Dieu le veut. Ces combattants font partie de 2 factions rebelles, le mouvement populaire islamiste et le bataillon suprême, toutes 2 affiliées à Jabhat al-Nosra, principale filiale syrienne d'Al-Qaïda, qui opère en Syrie et au Liban. Si ces combats sont courants, cette fois il s'agit d'une localité stratégique, située à vol d'oiseau de la frontière israélienne. Nous nous sommes concentrés sur l'attaque des bases militaires dans les environs de la frontière israélienne. C'est là que les forces rebelles ont bloqué les forces de l'armée loyaliste autour de la montagne. Ils ont aussi récupéré beaucoup d'armes et du matériel militaire qui se trouvait sur leur chemin vers l'armée syrienne.
Un rapprochement géographique que les autorités israéliennes ne voient pas d'un bon œil. Si ces groupes ne menacent pas directement l'État hébreu, leur idéologie ainsi que l'intensité des combats pourraient bien avoir des répercussions de l'autre côté de la frontière. Bonjour Jacques Neria, bonjour. Merci d'être avec nous, consultant avec 24 News, ancien officier des renseignements israéliens. Est-ce que ces djihadistes pourraient engager les hostilités contre Israël ? Écoutez, je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui de taille à engager des hostilités contre l'armée israélienne. Ce serait, ce serait un suicide de leur point de vue. Mais le problème n'est pas là. Le problème est de créer une situation d'instabilité qui ne convient pas à Israël. Israël n'aime pas l'instabilité autour d'elle, ni au Liban, ni en Syrie. Et le fait qu'il y ait des djihadistes aux environs des frontières pourrait à la rigueur annoncer une possibilité d'actes terroristes, essayer de traverser les frontières. Et là, je pense que c'est le grand problème. Ce n'est pas un problème d'existence. C'est pas un problème existentiel pour l'État hébreu aujourd'hui, mais dans l'avenir, ça pourrait être un problème dans le domaine terroriste. Ces tentatives d'infiltration pour attaques terroristes, ça existe, un phénomène confirmé par Tsahal ? Pour l'instant, il y a eu certaines opérations qui ont été arrêtées. Et je ne pense pas que dans le proche futur, qu'on pourrait voir des opérations de plus grande envergure, mais des essais, individuels, ça pourrait se passer, oui. Alors, depuis le début de la guerre en Syrie, il y a eu des incidents derrière la frontière côté israélien, des tirs de mortier, on entend ça tous les quelques jours. Ce sont des dommages collatéraux de la guerre en Syrie, ou est-ce que c'est une menace réelle pour Israël ? Pour l'instant, ce n'est pas encore une menace réelle, mais si jamais on regarde au-delà de l'horizon, c'est tout à fait ça. Ils visent les soldats israéliens postés sur la frontière ? Écoutez, nous avons déjà vu ça du côté libanais, un officier libanais qui a tiré sur un soldat israélien pour essayer d'entraîner Israël dans une opération contre Hezbollah au sud Liban. Ce serait la même chose aussi là-bas, du côté du Golan. Israël précisément a annoncé la semaine dernière la création d'une nouvelle division territoriale déployée sur le plateau du Golan. Ça veut dire que l'armée est sur le qui-vive dans cette zone ? Tout à fait, exactement. L'armée prend toutes les mesures pour essayer d'empêcher une possibilité, de pénétration de cette ligne de défense. Et pour l'instant, c'est encore, il ne faut pas oublier que la majorité de l'armée syrienne est déployée encore face à l'armée israélienne. L'armée syrienne est quand même entre nous et Damas. Et pour les djihadistes, il y a encore aussi un grand effort à faire pour passer les unités régulières et loyalistes de l'armée syrienne. Nous ne sommes pas encore là. Est-ce qu'on pourrait imaginer que de manière stratégique, ces groupes proches d'Al-Qaïda voudraient chercher à impliquer Israël dans le conflit syrien dans le but de déclencher un affrontement direct avec l'armée d'Assad ? Écoutez, ça serait la conspiration, c'est la vraie conspiration, d'essayer d'entraîner Israël dans un état où elle serait obligée de réagir et d'attaquer les forces régulières syriennes, de cette façon détruire l'armée syrienne, et là, naturellement, permettre aux djihadistes d'avancer. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'armée régulière, la majorité de l'armée régulière n'est pas engagée dans le conflit civil en Syrie. Les principales unités sont des unités à la 8, 4 ou 5 divisions qui sont des loyalistes, de vrais loyalistes, des vrais purs, entre guillemets, du côté d'Assad. Donc ce n'est pas le cas. Donc attaquer l'armée régulière israélienne syrienne ne sert à rien. Alors, autre menace directe pour Israël, on en a parlé, la presse en parle en Israël depuis plusieurs mois, des combattants djihadistes arabes, israéliens, formés en Syrie et renvoyés en Israël pour commettre des attentats terroristes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça existe, que c'est un phénomène ? On a déjà le Shabak, donc des services secrets israéliens ont déjà arrêté 2-3 Israéliens qui ont été des Arabes israéliens qui ont été se battre en Syrie, mais nous n'avons pas besoin de la Syrie pour entraîner des terroristes. C'est tout autour de nous, à Gaza, au Sinaï, ils sont tous là. Il ne faut pas aller et gagner des médailles en Syrie pour pouvoir faire des actes de terrorisme en Israël. Ce n'est pas une menace supplémentaire terroriste. Non, c'est quelque chose du superflu, quoi. Est-ce qu'on connaît leur idéologie politique à ces djihadistes proches d'Al-Qaïda ? Est-ce qu'Israël est l'ennemi suprême ?
Écoutez, en premier lieu, il faut se rendre compte que ces organisations djihadistes ont un but, c'est de créer ou de réinventer les califats islamiques. Là où ils arrivent à s'implanter, ils déclarent automatiquement la création d'un émirat. Donc c'est la première chose qu'ils font. La deuxième chose qu'ils font, ils voient quelle est la population autour d'eux. Si ce sont des chrétiens ou autres, donc ils imposent la loi d'Omar, ce qui disait que ou bien vous devenez musulman, ou bien vous payez une taxe, ou bien vous partez. Et la plupart des populations chrétiennes en Syrie ont choisi de partir. Ont été chassés. Ont été chassés de leur domicile. Et là, l'établissement des émirats, l'établissement des califats, on le voit un peu partout. On le voit à Homs, on le voit à Alep, on le voit dans tous les quartiers ou les régions ou à Jabhat al-Nusra. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, une fois qu'avoir créé le califat islamique de nouveau, là, je dirais, l'ennemi principal, naturellement, c'est Israël, parce qu'en terre d'islam, il n'y a que l'islam. Donc on revient à l'idéologie de base où on ne peut pas accepter l'existence d'un État hébreu, naturellement encore indépendant. C'est un ennemi israélien plus important que Assad et que les forces d'Assad lui-même? Écoutez, moi, j'ai toujours eu une idée saugrenue que la situation de la guerre civile en Syrie aurait permis à Israël de créer une certaine relation avec le régime syrien, puisqu'en fait, c'est comme dans le cas de Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'était finalement quoi? C'était le vrai barrage entre nous et l'Iran. Alors, les Américains ont détruit ce barrage et ont détruit l'Irak aussi. Donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, celui qui se bat contre Al-Qaïda, c'est le régime syrien. C'est en principe, comme Al-Qaïda est notre ennemi, c'est l'ennemi de notre ennemi et notre ami. Ces djihadistes sont l'ennemi commun d'Israël, mais également de l'Occident. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils accusent d'ailleurs une connivence entre nous et le régime syrien contre eux. Les pays européens, eux, ils sont inquiets également de ce phénomène de djihadistes, parfois français, hollandais, italiens, qui vont combattre en Syrie. Écoutez, le romantisme du printemps arabe avait poussé les Européens à ne pas comprendre la situation et à armer et à entraîner et à former les djihadistes contre le régime syrien. Ne voulons pas voir le tyran syrien régner encore avec tout ce qu'il y a d'horreur et tout le reste. Ce qui s'est passé, en fait, c'est depuis, il y a des milliers de volontaires musulmans et autres qui sont venus d'Europe, des États-Unis, du Canada, un peu partout dans le monde. Donc, on en compte aujourd'hui plus de 15 000 qui se battent en Syrie. Et la plupart d'entre eux vont revenir là, avec une expérience militaire, avec une expérience dans les explosifs, dans le maniement des armes. Dans le but de s'en prendre à leur pays d'origine. Tout à fait. Nous avons regardé le cas de Merah à Toulouse. C'est tout à fait c'est le type d'événement que les services de renseignement européens ont un cauchemar. C'est le vrai cauchemar. En fait. C'est le vrai cauchemar. Ce qui c'est encore pire que ça, c'est les Américains ont reconnu que plus de 100 de leurs ressortissants ont été se battre en Syrie. Une partie est revenue aux États-Unis et ils ne les ont pas suivis. Donc il y a au moins une dizaine ou quelques dizaines de volontaires américains qui sont revenus dans le pays et qui sont passés dans les mailles du FBI sans que le FBI n'ait su leur existence. Et là, c'est le vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est le problème domestique de tous les États-là, l'instabilité créée à partir du terrorisme domestique. Merci beaucoup Jacques Neria d'être venu nous en parler. À suivre dans le Morning, on reparle ce matin de la semaine de la gastronomie française en Israël. Vous le savez, 19 chefs français ont envahi les cuisines israéliennes. Nous serons dans un de ces restaurants à Tel Aviv où la French Touch s'est imposée. Les images à suivre après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning, votre rendez-vous d'actualité tous les matins en direct depuis Tel Aviv. Et il est l'heure de se tourner vers Internet avec une actualité bouillante ce matin.
Prédit Saada, bonjour. Bonjour Barbara. Un sourire, très content de vous ce Non, matin. c'est le côté bouillant. C'est le côté bouillant. On va vérifier ça immédiatement et on démarre par la visite de François Hollande aux États-Unis. Une image qui a été qui a tourné beaucoup sur le net, c'est son placement à ce fameux dîner d'État entre Michel et Barack. Alors déjà, pour ce traditionnel dîner, la Maison-Blanche avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir son hôte, les meilleurs produits américains et même les légumes du potager de Michelle Obama étaient au menu que vous voyez ici, qui a été tweeté par une journaliste. On voit ici aussi les chefs de la Maison-Blanche hier qui, sur Twitter, étaient sur le qui-vive et ont tweeté « Bon appétit » en français dans le texte. Alors on le sait, François Hollande est venu en célibataire, il a dû donc trouver sa place, vous l'avez dit, au milieu du couple présidentiel hier soir, et donc l'image du jour, elle n'a pas mis longtemps à être parodiée, comparée par les internautes ce matin, on peut le voir, François Hollande au milieu des Obama, rappelle à certains en fait l'époque bénie des chiens sur Canal+, à parier qu'aujourd'hui on va avoir une avalanche de parodies de ce type sur le net. Alors les deux présidents ont évoqué hier de nombreux dossiers de politique internationale, le nucléaire iranien, notamment alors qu'en Iran on célébrait en grande pompe les 35 ans de la révolution islamique. C'était le 22 Bahman, dans le calendrier persan, c'est selon ce calendrier le jour de l'anniversaire donc de la révolution islamique iranienne. C'était il y a 35 ans, on en a beaucoup parlé hier sur i24. Au programme de cette célébration, des défilés, mais aussi des tweets officiels intéressants à regarder de plus près. Alors commençons avec Hassan Rouhani, dont les meilleurs extraits du discours qui était prononcé hier ont été repris sur son compte Twitter en anglais, c'est-à-dire donc adressé à l'international, mais avec un certain soin, alors que donc son discours a évidemment été très nationaliste, adressé en priorité aux Iraniens, et il y avait même des pancartes hostiles aux États-Unis dans la foule, comme d'habitude, mais sur Twitter, les phrases étaient diplomatiquement plus correctes, et en tout cas, ce sont celles-ci qui ont été mises en avant à propos des négociations sur le nucléaire. Voilà ce qu'il dit: respect mutuel, coopération, engagement, la nation iranienne répondra de même sorte. Donc tweet plutôt prudent, plutôt diplomatique, et ce qui est intéressant, c'est de regarder l'autre compte qui est attribué aux partisans du guide suprême Ali Khamenei. Alors avec cette image de foule qu'on va voir et cette légende, image aérienne de la manifestation annuelle contre la politique américaine vers l'Iran. Ça fait beaucoup de monde, hein ? Oui, ça fait beaucoup de monde. Quelques images en faveur du régime ont filtré de l'intérieur même de la manifestation. Alors je vous rappelle quand même que Twitter est interdit en Iran, mais on a quand même vu ces femmes karatéka défiler en kimono tout en restant évidemment conformes au code vestimentaire islamique. Et du côté de l'opposition, il fallait chercher les tweets à l'étranger, comme ce tweet d'un étudiant exilé qui parle tout simplement de 35 ans de dictature. Pourquoi les kimonos ? Les kimonos, c'est le symbole finalement de la nouvelle femme iranienne qui peut être à la fois compatible avec la charia et moderne. Et ces femmes sont énormément mises en avant par le régime. On en parlera justement dans Social Blog samedi. D'accord, le rendez-vous est pris. On part maintenant en Égypte où une star du web se lance en politique. Oui, il y a quelques mois, elle avait fait le buzz avec un clip anti-Obama aussi kitsch qu'enivrant. Sama Al-Masri, une danseuse du ventre égyptienne, elle a 32 ans. Elle était devenue l'icône des pro-Al-Sisi. Plus de 800 000 vues sur le net. Alors si vous vous en souvenez pas, on va se faire un petit plaisir du matin. On va regarder son fameux tube spécialement dédié à Barack Obama. Tous les amoureux du Photoshop. Délicieusement kitsch. Oui, et très très fin. Alors voilà, la bonne nouvelle du jour, ou pas d'ailleurs, c'est qu'elle vient d'annoncer qu'elle sera candidate aux prochaines élections parlementaires dans sa province, qui n'est autre que la province natale de son meilleur ennemi, le président déchu Mohamed Morsi. Alors c'était déjà par ses clips qu'elle s'était engagée politiquement. Avant ce clip Obama, il y avait en décembre 2012 un clip qui s'appelait Oh Morsi, qui avait fait beaucoup de bruit en Égypte, pas forcément dans le monde. Elle s'insurgeait contre les décisions politiques à la sauvette de Mohamed Morsi. Donc voilà donc en politique désormais, buzz ou pas, le futur nous le dira.
Vous viendrez nous le dire. En tout cas, on part maintenant à Dubaï, Rudy, avec une condamnation pour une vidéo qui paraît plutôt anodine sur YouTube. 9 mois de prison. 9 mois de prison, c'est ce dont a écopé lundi Shezan Kassimi. Il a 29 ans, il est américain, né au Sri Lanka. Il a déménagé à Dubaï pour le travail après avoir obtenu son diplôme en 2006. Eh bien, son tort avec certains de ses amis, c'est d'avoir posté une vidéo parodique se moquant très gentiment des mœurs de son quartier. Rien de très provoquant, je vous propose de regarder pour juger, tout simplement. We didn't expect Dubai to have its own martial arts system, and it's brilliant. Yeah, because in Dubai, especially Satwa is very dangerous. So we had to make our own martial arts. We have to do this thing. So the first thing I'm going to show you in my martial art of the Satwa is we have to use the weapon. We developed so many weapons, but the weapon we are used always be the weapon that you can find every day. It's practical and you can find it anytime. One of the most important weapon is the na'al. The na'al is very important weapon, and it is good to hit the enemy from the far. Awas, ta'al. I will show you now one demonstration. وقف هنا. يلا جاهز؟ تعال تعال. Alors, très concrètement, Rudy, qu'est-ce que le juge reproche à ces jeunes garçons? Alors, très concrètement, diffamation à l'image de la société des Émirats Arabes Unis à l'étranger, $2700 donc d'amende et presque 1 an de prison. Et en fait, cette condamnation a été permise par la loi sur la cybercriminalité de 2012 qui a été votée et donc qui donne les outils législatifs pour pouvoir condamner ce genre de vidéo complètement anodine. À noter que l'administration américaine sur place, les diplomates américains suivent le dossier, mais ne peuvent que respecter la loi locale en vigueur. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, Rudy Saada. Merci à vous. Est-ce que vous êtes fan d'Enrico Macias? On est tous fans. On est tous fans. Sandy, vous aussi, vous êtes fan d'Enrico Macias? Alors, le chanteur français a annoncé à demi-mot son intention de faire son alia, d'immigrer en Israël. Il était hier soir dans les studios d'i24 News. Il était l'invité du Grand Direct et il a déclaré y penser depuis longtemps. Regardez. Vous savez, quand j'ai appris ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai toujours été vigilant devant ce problème de l'antisémitisme. Et moi, j'ai toujours pensé qu'à l'époque, on n'avait pas d'autre choix que de se retrouver à Auschwitz. Et maintenant, il faut penser quand même que nous avons l'État d'Israël et que devant la haine de certaines personnes contre nous, eh bien, il ne faut pas venir en Israël parce qu'on est obligé ou comme réfugié, mais il faut venir en Israël de son plein gré pour mériter de vivre en Israël. Parce que ce pays, c'est un pays qui a une histoire fabuleuse et qui est biblique, c'est le cas de le dire. Donc, pour moi, ça ne m'a jamais étonné de voir l'antisémitisme se développer. Et je pense que tôt ou tard, la bonne solution, c'est de venir de son plein gré en Israël. C'est quelque chose auquel vous pensez, vous, pour vous-même? Bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est plus facile maintenant à mon âge, parce que je viens d'avoir 75 ans, mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, je voudrais bien leur donner l'exemple. Et puis si je commence à venir, ici en Israël, faire mon alia, moi aussi, un jour, dans pas longtemps, c'est pas comme un touriste ou comme quelqu'un qui veut profiter de quoi que ce soit. Je viens de mon plein gré, parce que pour moi, j'ai toujours dans un coin de mon cœur Israël, c'est-à-dire que c'est facile pour moi, je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël, quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir, mais j'aime bien la France, c'est le pays qui m'a découvert et tout ça, mais je suis français aussi, d'accord, mais si on n'accepte pas que je sois français et qu'on me traite de sale juif ou de sale youpin et tout ça, eh bien moi, je sais que
tôt ou tard, ça va encore se développer de plus en plus. Alors tant qu'à faire, il vaut mieux venir ici en Israël de son plein gré, mais pas comme à cause de la violence de l'antisémitisme. Et on reparle ce matin de la semaine de la gastronomie française en Israël avec vous, Sandy Fortis, chroniqueuse culture. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau du Morning. Alors vous vous êtes rendu dans les cuisines d'un des restaurants à Tel Aviv qui participe à l'événement où la French Touch s'est imposée. Alors exactement, c'est pendant cette semaine de la gastronomie française, 19 chefs israéliens ont accueilli dans leur cuisine, dans leur restaurant, des chefs français. Et pendant 3 jours, ils ont partagé cette cuisine avec un nouveau menu confectionné spécialement. Je me suis infiltrée dans une de ces cuisines, on regarde. 11h30, les 2 chefs arrivent au restaurant. Pendant 3 jours, Ronnie Belfer, chef de la Repubblica, accueille dans ses cuisines Thierry Charrier, chef du Quai d'Orsay à Paris. Ensemble, ils vont proposer un menu élaboré par le chef Charrier pour la clientèle de ce restaurant italien au cœur de Tel Aviv. Donc là, on est en train de tailler les légumes pour le tagine de dorade, en fait. On va tailler les légumes un petit peu en diamant, en coin de rue, ce qu'on appelle. Et puis en suivant, donc on va cuire ça dans un fond de tagine. En suivant, nous allons poêler la dorade. Je fais les mêmes recettes chaque jour depuis pas mal de temps, alors c'est très excitant de tester de nouvelles recettes. 14h, les préparations se suivent et ne se ressemblent pas. Ce menu à 4 mains, nos 2 chefs le font dans le cadre de la semaine de la gastronomie française, une expérience qu'ils sont tous 2 heureux de vivre. Je suis là pour partager, diffuser mon savoir, tant que faire se peut. Si je peux leur apporter du plaisir et puis quelques techniques, voilà, j'aurais tout gagné. Mais eux aussi m'ont apporté beaucoup en humilité, en affection. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. C'est génial de voir comment nos méthodes de travail en cuisine sont différentes. La nôtre est bien moins organisée, plus sauvage, et c'est super de voir quelqu'un avec autant d'expérience travailler avec si peu, sans le moindre effort. Une organisation, des méthodes de travail différentes pour 2 chefs que tout oppose, mais qu'une même passion unit. Certains d'entre nous ont bien plus d'expérience que d'autres, mais si vous aimez ce métier, si c'est quelque chose que vous faites, qui fait partie de vous, alors vous avez un langage commun avec tous les chefs. C'est quelque chose qui nous rapproche. La cuisine est internationale, c'est-à-dire que même si on a bien souvent les barrières de langue, des barrières, en fait, le seul moment où on se trouve bien et ce qu'on a fait ensemble avec Ronnie, c'est que voilà, quand on est ensemble autour d'un fourneau, autour d'une planche, avec un couteau, on n'a plus besoin de trop parler. Un regard, un geste, on a compris ce qu'on désirait, ce qu'on voulait. Un mode de communication qui semble bien fonctionner. En quelques instants, Thierry Charrier s'est adapté à une cuisine qu'il ne connaissait pas. Ronnie Belfer a quant à elle adopté un nouveau menu pour son restaurant. 18h30, les premiers plats sont prêts à sortir en salle. Et au final, je vous défie de deviner quel chef a préparé quelle assiette. Alors Sandy, qu'est-ce que vous avez ressenti en cuisine pendant le tournage? C'est plutôt la bonne entente qui règne, pas vraiment de guerre des chefs. Ah ouais, c'était totalement sympathique, chaleureux. Les 2 chefs sont très bien entendus. Alors on voit la différence, hein, le gros chef, carrure très forte du chef français, la toute petite chef israélienne. Elle l'a accueilli et s'il y avait un respect mutuel, c'était vraiment... Très, très sympathique, très chaleureux. Après, bon, il y a des petits problèmes de communication. J'avoue, je suis bien tombée ce jour-là. J'ai passé la moitié de la journée à faire la traduction. Vous étiez l'intermédiaire entre les 2. Exactement. Entre lui et l'équipe, surtout. Alors, on revient sur cette semaine de la gastronomie française à Tel Aviv. Avec vous, les moments phares, ça va être quoi? Alors, il y a évidemment beaucoup d'événements pendant cette semaine. Il y a eu le dîner de gala à la soirée chez l'ambassadeur pour lancer l'événement. Il y a eu un déjeuner de gala hier également, préparé par 5 des chefs. Aujourd'hui aussi, gros événement à l'hôtel Sheraton, ce sont les masterclass. Donc le principe, c'est 3 chefs qui vont préparer chacun un entrée, un plat, un dessert. Qui vont évidemment expliquer ce qu'ils font et qui vont évidemment permettre au public de goûter les mets à la fin. Et toute la semaine, il y a aussi des découvertes pour les chefs français, des produits phares israéliens, des matières premières ici. Est-ce que vous pensez, pour finir, que ce genre d'événement sert à quelque chose dans les relations entre les 2 pays qui passeraient par la culture, par la cuisine? C'est évident, la culture a toujours été un moyen de rapprocher les peuples, de rapprocher les pays, créer un lien, une communication. Et comme on l'a vu dans le reportage, ce qui est d'avantageux dans la cuisine, c'est que c'est un langage universel. On n'a pas besoin
besoin de parler la même langue pour partager cette passion. Et je pense qu'on l'a bien vu dans le reportage. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'est un événement qui se poursuit pour tous les intéressés cette semaine en Israël. Merci beaucoup, Rudy. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. À demain.